Force et ténacité, resserrant les liens de l'unité, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Faut jamais dire feu Omar Bongo. C'est Omar Bongo. Ne parlez jamais de lui au passé. Il est là, il nous écoute, il nous regarde. Vous avez déjà entendu un Français dire feu le général de Gaulle? On dit toujours le général de Gaulle. Omar Bongo, on ne peut pas parler de lui au passé. Lève-toi, peuple gabonais, en avant et toujours de l'avant. Lève-toi, peuple gabonais, pour l'avenir de tes enfants. Le meilleur hommage que je puisse faire de M. Omar Bongo, je l'emprunterai à M. Doris Lucier, un écrivain canadien qui dit que chaque fois qu'un être humain s'en va, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Si aujourd'hui sa mémoire reste présente, c'est que quelque part, nous constatons qu'Omar Bongo nous manque. Et ça, c'est vraiment réel. On ressent que les choses ont changé, que le père n'est plus là, sa façon de faire, sa façon de gérer, sa façon de réconcilier n'est plus là. Il y a un très grand vide. Le vide, il est là, il se ressent à chaque situation qui se présente. On a tendance à dire s'il était là. Lorsque vous avez la chance de rencontrer le président Omar Bongo, vous oubliez qu'il est chef d'État. Il est au niveau de toute la population, au niveau de tout le monde. Vous savez, le président Bongo était un homme très vaste. Un homme vaste, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime et qui attirait beaucoup de gens autour de lui. Un homme simple, un homme d'une grande écoute, un homme de contact. Quelqu'un qui était ouvert, attentif aux autres. Il appelait de tous ses voeux à l'union des Gabonais. Je suis décidé à lutter sans relâche pour que s'effacent les oppositions ethniques, pour que s'apaisent les conflits des personnes, les querelles de clochers, pour que disparaisse l'esprit de jalousie, de calomnie et de critiques négatives. Il n'y a pas une seule famille gabonaise qu'Omar Bongo n'a pas connue. Donc, il fallait d'abord connaître les Gabonais et les Gabonaises, connaître le Gabon pour faire ce qu'il a fait. Il a fait des autorités dans chaque province.
Il a permis à des enfants de chaque province d'être des autorités et de sortir du lot. Il n'y a pas une seule province qui n'ait pas l'empreinte d'Omar Bongo Ondimba. Du fait que nous ayons plusieurs ethnies dans ce petit pays, moins peuplé comme le nôtre, le président Bongo, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de cadre gabonais. Je vais vous dire qu'il en a fabriqué. 1960, l'année de l'indépendance, eh bien, quels étaient les cadres qui étaient là? Et il s'est employé à pousser la jeunesse à l'éducation. En mon temps, par exemple, il fallait faire des kilomètres pour aller à l'école. Il fallait la volonté, il fallait du courage. Et quand on étudiait, on n'avait pas la lumière, de l'eau chaude. On prenait une boîte qu'on coupait, on mettait de l'huile avec une ficelle et on allumait la mèche et on étudiait. Il s'est dit, le Gabon ne peut pas exister sans cadre. Il faut donc former les jeunes. Quand le président Bongo devient président, vous étiez peut-être dans le ventre, quelque part. Il a envoyé les gens dans les écoles, dans différentes écoles, dans différentes formations, et qui reviennent pour travailler pour notre pays. Regardez aujourd'hui, tous les ministres sont des jeunes ministres. Mais à son époque, tous ceux qui étaient ministres à son époque, Dieu les a rappelés, beaucoup comme lui-même. Alors, donc, le président Bongo avait une vision, c'est de faire du Gabon un pays souverain, libre et indépendant. Ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Alors maintenant, cela est acquis. Et d'un bout à l'autre de la terre, chaque peuple prend conscience de lui-même et veut disposer de son destin. Le bassin académique de Libreville comporte une université, Omar Bongo, 5 grandes écoles, l'ENS, l'ENSET, l'INSG, l'IST et l'USO. Le deuxième bassin académique est à Ovendo, avec l'Université des sciences de la santé. Et le troisième bassin académique est à Franceville, avec l'Université des sciences et techniques de Massoukou, l'École polytechnique et l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Ces 3 bassins académiques sont la construction de M. Omar Bongo Ondimba. Il a lancé à l'endroit des étudiants de l'époque, venez m'aider à porter la charge du Gabon. Aujourd'hui, nous voyons tout le produit de nos universités, le produit de des étudiants qui sortent des universités d'autres pays, mais disons que sans avoir fait peut-être le plein des cadres dont avait besoin le pays, mais il en avait fait au moins les 50%. Donc la jeunesse, comme il le disait, était sacrée pour lui. Dans l'armée, c'est le président Bongo qui a envoyé les cadres se former. Dans l'administration gabonaise, c'est le président Bongo. Personne ne peut, même si je suis devant 3 ou 4, on peut discuter. Tous ceux qui vous disent là, qui parlent, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, c'est le président Bongo. Regardez l'université nationale. Si le président Bongo n'avait pas de vision, est-ce que nous aurions une université nationale? Il s'est battu au Gabon.
On a dit que le Gabon, c'est un petit pays, il n'a pas beaucoup de gens. Pourquoi on peut avoir une université? Il a dit, je ferai l'université. L'université est là. Que ça fonctionne bien ou mal, c'est le président Bongo. Il faut que le Gabon soit un pays libre, autonome. Donc il faut un chemin de fer qui transporte notre manganèse jusqu'à la mer, qui évacue notre manganèse à partir du Gabon. Il l'a fait. Parce que notre manganèse, je vous ai parlé du téléphérique qui allait jusqu'au Congo en Mbinda. Notre manganèse était évacuée par le Congo, par le Mbinda. Donc le Gabon ne gagnait pas grand-chose, c'est le Congo qui en profitait. Mais pour faire venir ça au Gabon, vous savez ce que ça a coûté au Gabon. Mais c'est la vision du président Bongo. Si le président Bongo n'avait pas vraiment mes enfants, une telle vision, on serait où? On serait distributaire des autres nations. Et si nous avions laissé comme ça aujourd'hui, on ne ferait rien. Mais il a réussi, il nous a laissé. Il nous appartient à nous, maintenant qu'ils sommes encore vivants, n'est-ce pas? De faire plus, de voir autre chose maintenant, par rapport à ce qu'il nous a laissé. C'est le président Bongo. Regardez le port. Nous avons maintenant un port. Avant, le Gabon n'avait pas de port. Le Gabon n'avait pas de port. À Port-Gentil, nous avons notre port. Notre pétrole est raffiné à Port-Gentil. Vous comprenez que c'est ça la vision de pays. Et que Dieu lui avait donné la chance de rester longtemps, il aurait peut-être trouvé d'autres choses pour faire évoluer le Gabon. Moi, mon ambition à moi, c'est de faire de ce pays, le Gabon, un grand pays. Un pays où il faut bon vivre. Un pays qui est une sorte de havre de paix. Vous avez quand même une idée des grands projets qu'il a réalisés. Le chemin de fer qui nous avait créé un problème grave avec la Banque mondiale. Il avait dit, j'irai pactiser avec ou sans la Banque mondiale, j'irai pactiser avec le diable. Je l'affirme devant vous, sans Banque mondiale, le Transgabonais cessera. Donc, il avait vraiment une vision du pays. D'ailleurs, le simple fait qu'il connaissait tous les recoins du Gabon lui permettait d'avoir une vision claire de ce qu'il fallait faire. À partir de 1990, il commence à réaliser les grands projets routiers parce que le problème du Gabon, le territoire est grand, mais nous sommes sous-peuplés. Il faut donc, pour créer une ambiance économique réelle, relier toutes les provinces par des routes carrossables en toute saison. Le Gabon, selon moi, je parle selon moi, et je ne suis pas un saint, je ne pas la science infuse, le Gabon a été plus travaillé, de 1968 à 1990. Regardez tout ce qui a été fait. La rénovation, c'est la mobilisation de bras et de volontés au service d'un idéal de développement. Je pense que ça a été fait sous l'impulsion d'Omar Bongo. Tous les grands travaux, je vais vous parler du chemin de fer, je vais vous parler du port de Vendo, je vais vous parler des aéroports, je vais vous parler de Air Gabon, et j'en passe, il y a beaucoup. Et c'était sous son influence. À l'époque, il était très dynamique, tolérant et rigoureux. Il mettait la main partout, et je pense que c'est en ce moment. Mais après la conférence de 90, il a totalement changé. Nous sommes un petit pays par le nombre. Mais nous sommes un grand pays par notre potentialité économique. Du parti gabonais, avec Bongo, Gabon, Gabon, Gabon nouveau.
Voilà comment il dira aux investisseurs, faites-moi de la bonne économie, je vous ferai de la bonne politique. Un grand homme de l'environnement, un grand conservateur des écosystèmes forestiers. Et d'ailleurs, la valorisation des produits forestiers aujourd'hui, c'est grâce au président Bongo Ondimba. En tant que professionnel du tourisme et de la conservation, le principal souvenir effectivement que l'on peut aujourd'hui garder de ce grand homme, c'est la décision qu'il a prise en 2002, celle de créer 13 parcs nationaux. 13 parcs nationaux qui, on va dire quoi, représentent 11% du territoire national. Et comme vous le savez, ces 13 parcs nationaux ont été dédiés naturellement à la conservation de la biodiversité, mais également pour la promotion du tourisme et particulièrement de l'écotourisme au Gabon. Comme vous le savez aujourd'hui, l'écotourisme constitue désormais, on va dire, le segment phare pour le développement du tourisme dans notre pays. Et ce, grâce justement à cette décision que le défunt président Bongo a prise en 2002 en marge du sommet de la Terre à Johannesburg. Tout ce que nous avons aujourd'hui en matière de conservation, en matière de valorisation de notre foresterie, c'est Omar Bongo Ondimba. Les années 60, il crée le Parti démocratique gabonais, le 12 mars 1968. Mais il trouve que les États africains avaient comme idéologie le capitalisme et le communisme. Et lui, quand il arrive, il propose une nouvelle idéologie à la population gabonaise. Cette idéologie, c'est la politique de la rénovation. La rénovation, c'est cette conscience populaire en marche. La rénovation, c'est la mobilisation de bras et de volontés au service d'un idéal de développement. La rénovation, c'est le grand rassemblement des Gabonais pour travailler loyalement, fraternellement au progrès du pays. Cette politique, la rénovation, avait pour objectif, disons, l'épanouissement des Gabonais. Et en créant donc ce parti, la femme gabonaise s'implique dans ce parti.
Et la femme gabonaise commence à occuper des postes dans le parti démocratique gabonais. En dehors de ces postes que la femme gabonaise occupe, au niveau des partis démocratiques gabonais, la femme, à travers ce militantisme, se retrouve dans les administrations publiques et privées. Et le président de la République comprend tout de suite qu'il faut promouvoir le développement de la grande gabonaise. Pendant tout son règne, il a vraiment élevé le niveau des femmes. Il a contribué à l'émancipation de la femme en voyant la femme comme étant une porteuse de valeurs, des valeurs intellectuelles et des valeurs morales. Et je crois qu'il a vraiment eu une vision sur la promotion de la femme. La vision qu'il avait pour la femme, c'est de faire en sorte que la femme ne reste pas dans ce qu'on peut appeler maillon faible. Et à partir de ce moment, il estimait que la femme, qu'elle soit une femme rurale, une femme cadre, elle avait sa place. Elle avait sa place et je pense qu'à partir de ce moment, il y a eu beaucoup de femmes cadres qui ont été promues à des fonctions longtemps réservées aux hommes. Parce que nous sortons d'une société traditionnelle dans laquelle la femme n'avait pas vraiment de pouvoir, n'avait pas d'influence. Elle était comme une marchandise, une chose qu'on pouvait vendre. Et depuis 1968, je ne parlerai pas d'avant 1968, je ne peux pas connaître cette époque, j'étais gamine. Mais depuis 1968, nous avons vu comment les femmes ont évolué dans la société gabonaise, comment elles ont fait des bonnes études, elles ont occupé des postes de responsabilité et elles sont compétitives, même à l'international. Les femmes étaient en première ligne auprès du président défunt Omar Bongo Ondimba. Et il disait toujours qu'il préfère avoir affaire aux femmes parce que les femmes sont véridiques et parce que les femmes, lorsqu'il y a un sujet, elles le débattent à cœur ouvert, sans embâche. Bon, le président était un homme exceptionnel. Permettez que je le dise, c'est quelqu'un qui avait des idées sur le plan politique que je ne peux pas qualifier. Je ne suis pas à mesure de les qualifier. Il était vraiment, c'est un super humain. Il aimait se rendre en province, prendre contact avec les populations, rassembler à la place de l'indépendance. Là, discours de bienvenue des représentants des populations au niveau local pour lui témoigner son attachement, son adhésion à sa politique. Et lui, en échange, transmettait ses messages aux populations pour leur demander de patienter, pour leur dire ce qu'il compte faire pour sa politique de développement en faveur de la province dans laquelle il se trouve. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait encore des audiences collectives avec les notables, avec l'administration, avec les jeunes et les femmes. C'était un homme de contact. Et au cours de ces audiences collectives-là, les gens s'exprimaient librement, posaient leurs problèmes
Le président écoutait attentivement avec ses collaborateurs qui prenaient des notes. Mais lui, il a une grande mémoire. Hein. Il retenait tout ce que les gens disaient, les problèmes qu'ils posaient, et ensuite il répondait directement pour leur dire des solutions positives, des solutions pragmatiques. Il aimait qu'on puisse s'adresser à lui de manière directe, avec sincérité. C'était quelqu'un d'humain. C'était quelqu'un d'humain. Lorsque vous lui posiez un problème, il essayait d'y trouver une solution, à condition que vous n'exagériez pas, que vous n'alliez pas lui poser des problèmes tous les matins. Franchement, il avait beaucoup d'affection pour les gens. Et il était généreux. Très généreux. Je ne sais pas si au Gabon, il y a quelqu'un d'autre comme ça. Très généreux. Très généreux. C'était un homme vraiment il était humain. Très humain. Très humain. C'est un homme de grand cœur. Large. Il avait la notion du partage. Il a fait de chaque famille du Gabon quelque chose. Quelque chose. Je crois que toutes les familles du Gabon ont eu quelque chose de la part d'Omar Bongo Ondimba. Même, comme on peut dire, famille éloignée. Si c'est un parent éloigné, vous dites, tiens, je vois ma cousine ou mon cousin ou un oncle éloigné qui a reçu ça du président. Certains problèmes lui étaient soumis, oui. Il arrivait à porter des solutions, peut-être pas en intégralité, ce n'était aussi qu'un humain comme nous tous, mais je crois qu'il était à l'écoute de ces populations. Quand on voit la manière dont Omar Bongo était sollicité, c'était connu de tout le monde. Les hauts fonctionnaires qui avaient la chance de le côtoyer, les ministres qui le côtoyaient. Je vois, quand nous étions en conseil des ministres, vous deviez partir en mission, on avait une phrase, Monsieur le Président, j'aimerais vous voir pour les dernières instructions. Bon, les dernières instructions, c'était quoi? C'est que, en dépit des frais d'émission que vous pouviez avoir dans vos crédits, vous demandiez un renfort au président de la République. Parce que, comme tout le monde le sait, un chef d'État a les fonds politiques. Donc, il fallait toujours qu'il fasse face à la demande sociale qui était très forte de la part de ses compatriotes. Quand je disais qu'il était humain, trop humain, quand on lui disait que tel de ses anciens collaborateurs était malade, il se demandait, est-ce qu'on l'a amené à l'hôpital? Il s'arrangeait toujours pour trouver de l'argent et dire, allez lui remettre cet argent, il faut qu'il aille se soigner. Moi, j'ai passé ma vie au ministère des Finances. Je savais ce qu'on donnait au président de la République, mais il donnait. Il donnait vraiment. Parfois, quand on allait le trouver, oh, Monsieur le Président, moi je vais en mission. Vous m'embêtez. Je viens de vendre 4 de mes maisons parce que je n'ai plus rien. Laissez-moi tranquille. Mais après ça, quand même, bon. Pourquoi tu n'es pas allé voir ton chef, le Premier ministre? Je dis, mais c'est vous le père? Cette affaire de père-là. Cette affaire de père-là. Bon. Il donnait. Il était très large. Très, très large. Avec tout le monde. Je défie quiconque de dire le contraire. Il a été large matériellement. Il a été large. Chacun de ceux qui ont bénéficié de cette largesse en ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais dire qu'Omar Bongo a vécu avec un collaborateur à qui n'a pas donné de l'argent, moi j'attends que vous me signalez son nom pour que je le confonde. Parce que des fois ça passe par moi. Tiens, va donner à tel. Tiens, va donner à tel. Bon. Je crois qu'à un moment donné, le président n'avait plus tellement de notion d'argent. Quelquefois, je suis un peu triste qu'il ne soit pas là. Parce que peut-être que j'aurais connu, peut-être que j'aurais expérimenté cette générosité légendaire que
Les gens honnêtes reconnaissent. Les gens honnêtes reconnaissent. Le président était généreux. Généreux. Que ce soit vis-à-vis des membres de sa famille, que ce soit vis-à-vis de ses collaborateurs, que ce soit vis-à-vis des peuples voisins. Le président était un homme généreux. Le président était un homme généreux. Peut-être trop généreux. Il n'y a pas une seule famille dans une province, à l'époque où il gérait les choses, qui peut dire qu'il n'a pas reçu du président de la République. Pourquoi je dis une seule? Il n'y a pas une seule famille. Parce que le président passait par tous ses collaborateurs. Parmi les collaborateurs, il y avait le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. Il y avait les députés. Il y avait les sénateurs. C'est sous le président Omar Bongo qu'on a inventé ce qu'on a appelé les fonds de souveraineté. C'était des fonds qui étaient mis à la disposition de chaque parlementaire individuellement pour poser des actes que le gouvernement ne pouvait pas faire. Le président Omar Bongo, son bureau était relativement accessible. Je l'ai vu plusieurs fois recevoir des gens de conditions sociales très, très modestes. Et des fois, il passait 1 heure, 2 heures à écouter des gens, alors que des fois, nous l'attendions pour une séance de travail. J'ai été émerveillé lorsque j'ai trouvé chez le chef de l'État, au 5e, qu'on appelait le 5e, à la présidence, avec des personnes, des villageois, qui lui apportaient des vivres, qui viennent lui rendre visite. C'est là où j'ai su que le président était modeste. Donc, pour gouverner, il se servait de toutes les classes sociales de la nation, même des chefs de quartier et de village. Un président proche de son peuple, oui. Le président était proche des Gabonais. Le président, il y a quelque chose qu'il aimait par-dessus tout, c'est les bains de foule. Les bains de foule. Quand vous le voyez, lorsqu'il arrive ou lorsqu'il part ou lors des meetings, le président aimait ça. Il aimait le contact des gens. Je note aussi, et vous le noterez avec moi, que quand le président Bongo était à la tête de notre pays, chaque année, je dis bien chaque année, il faisait une visite officielle dans au moins une province ou deux. Sans motif apparent, il décidait que, bon, on va aller, je sais pas, dans le Ouévindo, dans le Wolenteb, on rencontre les gens, les notables, etc. Oui, il était, à ce titre-là, proche des gens. Mais le président d'un pays doit être comme ça. Le fait qu'il parcourait souvent le pays, au cours de il recevait tout le monde. Il recevait. Quand vous étiez collaborateur d'Omar Bongo, vous lui disiez, tel voudrait vous voir. Oui, mais c'est pourquoi. Mais il finissait toujours par dire, ah oui, ah il est de tel endroit, je vois. Ok, viens avec lui tel jour. Lorsqu'il arrivait quelque part, les 3/4 des gens qui le cherchaient des yeux avaient la chair de poule, dont il dégageait un aura, et c'est lui-même qui se rendait accessible. Vous savez, tous les grands esprits de ce monde, c'était des gens ordinaires, hein? Mais à un moment donné, il se dégageait au-dessus de tous, rien que par sa parole, parfois même sa manière d'être. C'est la parole qui a orienté le président dans sa vie. Hein. Et pourtant, son père est mort jeune, pour dire qu'il a vécu au village, mais il connaissait exactement la vie traditionnelle. Nous avons vécu une partie de son amour pour la tradition. Il y a eu le décès d'un de ses aînés,
M. Mpo, l'ancien ministre de la Défense. Et au village, il y a ce cérémonial, cette organisation qui veut que vous puissiez recevoir toutes les délégations qui arrivent jusqu'à une heure très avancée. Et le président de la République, sur le plan traditionnel, s'est soumis à cette obligation. C'est donc dire qu'au-delà de la mission républicaine qui était la sienne, il n'oubliait pas ses racines, il n'oubliait pas ses sources. Nous avons peut-être tendance à perdre notre côté culturel, notre côté traditionnel, mais il nous y emmenait. Et si bien que dans le cas de la gestion traditionnelle, ce n'était pas lui le chef de famille, il y avait un aîné. Et que sur le plan républicain, oui, c'était lui le président de la République, vous savez. Il faut pouvoir faire la différence. Or, nous, dans nos familles, des fois, on se dit, parce que tel a une responsabilité et qu'il engrange certainement des moyens financiers et matériels conséquents, c'est lui de facto qui devient le chef de famille. Il n'en est pas question. Sur le plan traditionnel, c'est pas ça. Lui s'occupe des problèmes de la République, mais pour les problèmes traditionnels, il y a une personne tout à fait désignée. La personne est certes à côté, parce qu'on a aussi soif d'apprendre, mais ce n'est pas la première personne qui doit résoudre les problèmes de famille. Mes frères et moi, pour eux, le fait que je sois même président, ça ne leur dit rien. On voit en moi les petits bongos, et puis c'est tout. Et quand on est en famille, la parole, quand nous parlons de choses du pays, c'est eux qui ont la prépondérance sur ce que je peux dire. La première leçon que j'ai apprise d'Omar Bongo, c'est que il faut savoir se faire petit dans la vie. Se faire petit ne signifie pas se rabaisser, bien au contraire, ça vous grandit. Omar Bongo, le fait pour lui de recevoir tout le monde, d'écouter tout le monde et d'être sensible aussi aux problèmes des uns et des autres, faisait qu'il était un grand homme. Et c'est ça qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir diriger le Gabon. Mais souvent, moi, je me pose la question, comment, à 32 ans, quelqu'un a pu transcender tout ce monde-là qui était beaucoup plus âgé que lui. Sûrement, le président Léomba avait vu en lui quelqu'un de digne. Et puis, vous savez, c'est Dieu qui établit les chefs. Hein. Si Dieu établit les chefs, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de spécial. Ils ont quelque chose de spécial et ce sont, en un mot, des grands initiés. Moi, mon ambition à moi, c'est de faire de ce pays, le Gabon, un grand pays. Un pays où il faut bon vivre. Un pays qui est une sorte de havre de paix.